Bonjour à tous et à toutes. Je suis très honorée aujourd'hui de recevoir pour Police pour la vérité Jean-Louis du collectif des Essentiels et dont nous venons de voir un petit clip qui a été conçu il y a quelques années maintenant et dont Jean-Louis, allez nous le présenter. Mais avant tout, j'aimerais bien que vous vous présentiez vous-même, de façon à ce que les personnes qui nous écoutent puissent savoir qui vous êtes et pourquoi vous vous êtes lancé dans cette aventure. Bonjour à vous Jean-Louis et merci d'être là. Bonjour, merci surtout de m'avoir invité. Alors qui je suis, donc je m'appelle Jean-Louis. J'ai été photographe professionnel au tout début de ma carrière et puis j'ai fait ensuite pas mal d'autres métiers. J'ai fait notamment de l'ébénisterie, mais le gros de ma carrière, je l'ai fait dans la logistique internationale, gérer des flux de matières premières. Et c'est ce qui m'a, enfin, c'est par là que je suis venu au sens de l'organisation qui m'a beaucoup aidé dans la gestion de ce projet. Alors, comment je suis arrivé aux essentiels? En fait, moi, pendant des années, comme beaucoup, j'étais bien conscient que les politiques, on ne pouvait pas trop leur faire confiance. En revanche, j'avais toute confiance dans le système de santé, dans les médecins, bien que je voyais évidemment comme tous une dégradation du système de santé. Mais je l'attribuais davantage à des questions politiques, ce qui est évidemment le fond du problème, mais pas que. Et puis est arrivée la crise du Covid, et donc comme tout le monde. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que moi j'étais un peu, finalement un peu bisounours, quoi. J'avais quand même confiance dans les médias. Je me doutais bien que on ne disait pas toujours toute la vérité, mais globalement, comme beaucoup, nous croyais en pleine démocratie, avec enfin, tout ça avec beaucoup de bienveillance dans le gouvernement. Je ne mettais pas en doute la plupart des grands médias, même si, comme je dis, je savais bien qu'on n'avait pas toujours toute l'information. Et puis est arrivée la crise du Covid, et donc comme beaucoup de gens, je pense, moi j'ai eu peur, hein, je suis pas du tout dans le corps médical. Arrive ce qu'on appelait cette pandémie. Au tout début, j'ai eu peur, et puis je me suis dit quand même, pour qu'on en arrive à confiner le pays, puis confiner la moitié de la planète, c'est quand même c'est exceptionnel quand même. Et puis très très vite, alors très très vite, en quelques jours, j'ai vu des incohérences énormes, à commencer par Olivier Véran qui nous disait vous inquiétez pas, on a les masques. 3 jours après, ben non, on les a pas, on les a commandés. Puis ils arrivent la semaine prochaine. Enfin, tout ça a mis 2 mois. Et puis, il se trouve que moi, au moment du confinement, j'étais à Biarritz. Et du coup, on est resté là-bas. Donc, j'ai eu la chance quand même de passer le confinement là-bas. Et en même temps, j'ai eu la chance de voir les incohérences totales. Enfin, voir qu'on fermait, toutes les plages étaient interdites, le moindre espace vert de 10 mètres carrés était grillagé avec des barrières de sécurité. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce qu'on voit, et puis toutes ces incohérences on pouvait aller nulle part, sauf dans les grands magasins où là, enfin les grandes surfaces, là, on pouvait attirer les uns contre les autres. Et puis au fil des semaines, on a vu les incohérences s'accumuler. On nous disait c'est la fin du monde, c'est la pire grippe qu'on ait jamais connue depuis je ne sais pas quoi, c'était presque la peste noire. Et puis on ne voyait pas les gens tomber autour de nous, quoi. Enfin, Tout à fait. faut bien se. Et donc j'ai commencé à regarder sur Internet puisqu'on n'avait rien à faire. Et c'est là que j'ai découvert en fait toute cette mascarade, tous ces mensonges d'État, ces mensonges des médias. Brusquement, il n'y avait plus qu'une parole, qu'une seule façon de voir, qu'une seule façon de penser. Et là, j'ai commencé à m'interroger. Petit à petit, j'ai fouillé, je suis arrivé sur Internet. Et puis, j'ai commencé à découvrir Louis Fouché, par exemple. Alors, évidemment, Didier Raoult, parce que là, il le médiatisait pour pouvoir le ridiculiser. Oui.
je me suis dit, c'est quand même bizarre, un type qui est une des plus grandes éminences scientifiques, qui a été nommé au conseil scientifique au tout début de la crise, et puis 8 jours après, il claque la porte. Oui. Il y a quand même quelque chose qui n'est pas normal. On nous dit que c'est un fou, mais enfin, 8 jours avant, il était parmi les Oui, 15 c'est ou ça. 20 spécialistes de France Oui. choisis C'était par. une erreur de casting, en fait. C'était une erreur de Ouais, casting. ouais, ben, une erreur de casting pour un type qui est connu depuis Eh des oui, mais décennies. parce qu'ils n'étaient pas à leur botte. Voilà le problème. Ouais, C'est ben qu'ils voilà. voulaient prendre Et des donc, gens à leur botte. exactement. Et donc, tout ça m'a fait me poser des questions. Et puis, on ne va pas répéter toutes les incohérences qu'on a connues, mais ça a été juste du jour au lendemain. Enfin, un jour c'était oui, le lendemain c'était non, le surlendemain c'était un peu le mélange des deux, et ainsi de suite. Et donc, j'ai commencé à regarder sur Internet, j'ai trouvé des informations. C'est là que j'ai découvert d'autres médias, notamment, euh, que je remercie. Alors, je ne vais pas tous les nommer parce que, malheureusement, je vais en oublier, mais. euh, et puis est arrivé, donc ça c'était 2020, est arrivé l'été 2020, avec ces histoires euh, il y a eu les couvre-feux, il y a eu le moment où on pouvait, de 1 kilomètre, on passait à 20 kilomètres, et puis après on est Oui. passé à 100 kilomètres, enfin je sais Oui, on rallongeait notre laisse. Oui, c'est ça, exactement, exactement. Ouais, ouais. C'est ça. Mais je me souviens, ben, je disais que j'étais à Biarritz, je me souviens au tout début du confinement, ma femme a failli se faire verbaliser parce qu'elle était assise sur un banc. Et pourquoi? Parce que le flic arrive et il lui dit Madame, je peux avoir votre attestation? Et sur l'attestation, elle avait marqué qu'elle était sortie pour faire de l'exercice. Ah ouais, Ouais. vous faites de l'exercice, mais là, vous êtes sur un banc. Ah ouais. Et de cet endroit-là, ils avaient verbalisé un jeune, un ado qui était assis sur sa planche à roulettes, parce qu'il était assis, qu'il n'avait pas de. Enfin bon. Et puis après, ah oui, la plage dynamique. Je sais pas si je sais pas où vous êtes, mais les gens qui sont pas au bord de la mer, ils sont peut-être Oui, pas connus. Mais la plage dynamique, c'était un truc digne des envahisseurs, quoi. oui, Monsieur oui, oui. Vincent, euh, on avait le droit de, on avait le droit d'aller sur la plage à condition de marcher ou d'aller dans l'eau. Pas question de s'asseoir, c'était dangereux. Et à C'est Biarritz, ça. Même s'il n'y avait personne autour de nous. ah non, mais à Biarritz, sur la grande plage, il y avait une entrée et une sortie. Il ne fallait pas qu'on se croise Mm. sur la plage, en plein vent. Non, Et mais ça, c'est. c'était après la première ou la deuxième vague, je ne sais plus, enfin en tout cas, où déjà le virus devenait en principe moins virulent. C'est en principe la vie des virus, c'est que de plus en plus, enfin, avec le temps, la virulence diminue. Enfin voilà. C'est Et ça. puis, Ben, on est bien dans la gouvernance perverse, le livre de Marion Saint-Michel, où effectivement, c'est pervers parce qu'on nous fait gober, mais des trucs hallucinants. Mais tout ça parce que les gens ont été placés en sidération. Ils ont passé leur temps à terroriser les personnes. Et bon, bah, ça fait aussi quand même quelques décennies on essaie de nous endormir. Hein. Moi j'avoue aussi que avant le mars 2020, je pensais, enfin, j'étais fonctionnaire de police pendant 35 ans, je pensais que j'étais dans une institution qui obéissait au code, au code pénal, des valeurs, procédural, des code valeurs. civil, enfin tous les codes, quoi, qui ont quand même, pour certains, de la moralité. Il y a de l'éthique. On sait bien qu'on ne peut pas vivre tous ensemble si chacun fait ce qu'il veut, et etc. Il faut Bien des sûr. règles. Mais en fait, on voit bien que ces règles, depuis des décennies, sont dévoyées et qu'elles sont juste là pour nous soumettre, nous habituer à la soumission. Et à l'école, aux enfants, on leur apprend plus l'esprit critique, on leur apprend plus à réfléchir. Donc, ça y contribue aussi. On s'occupe des adultes, on Ouais, s'occupe des enfants, et on ouais, fait de nous un troupeau de moutons, quoi. Et donc, on a été attrapés. Enfin, moi, j'étais spécialisée dans les violences que j'appelle habituelles, violences conjugales, violences sexuelles, harcèlement, quel que soit le contexte. Donc, j'ai quand même identifié très rapidement ce dont vous venez de parler, cette espèce de stratégie de l'auteur des violences qui bascule sa victime dans la terreur et qui la culpabilise sans arrêt. Enfin, c'est c'est ça. l'inversion totale de la culpabilisation, quoi.
ouais, ouais, ouais. Bon, je vous ai coupé, excusez-moi, je vous rends la Non, au parole. contraire, c'est intéressant. Parmi les témoignages, puisqu'on va parler donc des essentiels, qui consistent, dont une des premières actions a été de recueillir des témoignages. Parmi les témoignages que j'ai eus au tout début, j'ai eu un kiné qui m'expliquait, lui, il a fait, au tout début de sa carrière, il a été dans l'armée. Et il en est parti assez vite. Et il me disait, ce qui se passe avec le Covid, c'est exactement ça, c'est ce qui se passe dans l'armée. C'est-à-dire que dans l'armée, on vous donne un ordre, et puis un contre-ordre, et puis encore un autre ordre, et puis un contre-ordre, et comme ça, de façon presque permanente. Et il dit, l'effet de ça, c'est qu'à la fin, ça, c'est pour former l'obéissance. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est tellement douloureux psychologiquement d'essayer de comprendre ce qu'on fait et d'essayer de trouver de la logique dans tout ça, ça fait qu'on se met dans l'attente. Et tout ce qu'on fait, c'est qu'on attend. On attend l'ordre, on attend le contre-ordre. Et c'est ce qui s'est passé là. Ils ont effectivement managé enfin, c'est de l'ingénierie sociale. C'est ça. Très, Une très bien. belle expérimentation, ouais. Alors donc il y a eu ça. Et puis donc voyant toutes ces incroyances, je me suis dit c'est pas possible qu'on laisse faire. Là on était donc à l'automne 2020. À été-automne 2020, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Donc, j'avais découvert Louis Fouché sur les réseaux, j'avais découvert Info Covid. Je me suis dit, je vais me rapprocher d'eux. Je rencontre ici, alors je suis à Paris, je rencontre à Paris un type qui distribue les tracts, type de Info Covid, qui commence à me faire son baratin, enfin son baratin, pardon, ses explications. Et je lui dis, non, mais je suis tout à fait, on est tout à fait en phase. Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour aider? J'aimerais bien. Et donc, j'ai commencé à participer avec lui à distribuer les tracts, à faire des choses. Mais je sentais bien que ce que je faisais n'allait pas loin, je n'étais pas vraiment à ma place. Et puis arrive 2021, juillet 2021, l'annonce du président. Alors il y a eu évidemment les passes, tous les trucs qu'on a connus début 2021 avec les tests et toutes ces choses-là. Et puis arrivent les annonces du 12 juillet 2021, et j'entends, et là j'étais sidéré, je me dis, mais c'est pas possible, on a un vaccin dont on savait au début qu'il était expérimental, qu'il n'y avait absolument rien de. C'est une nouvelle technologie, la technologie ARNM qu'on n'a jamais, quoi qu'en disent les médias, qui n'a jamais été. Ça fait effectivement. Validée, hein. Elle n'a pas été validée. Hein. Autant que la médecine l'utilise, mais elle l'utilise sur des cas. Des gens qui sont en fin de vie ou pour lesquels il n'y a aucun espoir, et on tente le truc en se disant il y a des risques importants, mais de toute façon la personne va mourir, donc on lui donne le choix, vous voulez pas, et la majorité des gens acquiescent. Mais là, on nous balance, on nous dit le truc est sûr, il n'y a pas de problème, et puis en même temps on entend, en se renseignant dans les réseaux, on se rend compte que les gens qui nous disent ça, c'est des sociétés dont je n'avais jamais entendu parler avant, Pfizer et tout ça. Enfin, moi, je ne suivais pas ça de près, donc je ne connaissais pas. Puis je me rends compte que, en fait, c'est la société qui a été le plus condamnée dans l'histoire multirécidiviste. Mais en fait, ils le sont tous. Quand on cherche, quand on regarde, on voit qu'ils le sont tous. Pfizer a sans doute le pompon, mais ils sont tous. Et puis McKinsey, c'est qui McKinsey? On commence à regarder. Pareil, on voit qu'il a été condamné pour la crise des opioïdes aux États-Unis. Je me dis, mais tout ça, on marche sur la tête. C'est ces gens-là qui nous conseillent, qui nous dirigent. Et puis j'entends que Macron dit, de toute façon, la vaccination va être obligatoire pour les soignants. Et là, je me dis, mais c'est hallucinant, on se rappelle tous le principe de précaution. Ah oui, alors ce que j'ai quand même oublié de dire, parmi les choses qui m'a extrêmement choqué au tout début, alors là, je parle maintenant mars 2020, carrément au début du confinement, c'est la première fois qu'il y avait un virus, une maladie pour laquelle il n'y avait aucun traitement. Curieux, oui. Parce qu'en même temps, Raoult et d'autres disaient, si, des traitements, il y en a. Bon, c'est une maladie qui est peut-être un peu plus virulente qu'une grippe ordinaire, qui est un virus un peu plus méchant, mais il y a des moyens de soigner. Et là, paf, on nous dit on est en guerre, c'est la fin du monde, la plus grave crise qu'on n'a jamais connue, mais les médecins n'avaient pas le droit de soigner.
je me dis, mais attends, mais quand on est en guerre, qu'est-ce qu'on fait? On pose pas les armes. Voilà, on prend toutes les armes, on prend tous les trucs, on mobilise tout le monde, enfin, tout le monde est sur le pont. Et là, c'était le contraire. Les médecins, vous restez chez vous, il n'y a pas de traitement, et les gens, vous restez aussi chez vous, que vous êtes en train de crever, là, vous appelez, et puis on voit ce qu'on peut faire pour vous. En général, on ne peut pas faire grand-chose. Et donc, voilà, juillet 2021, je me dis, mais dans ce contexte-là, comment on peut obliger les soignants à s'injecter un truc pour lequel ils avaient des fortes réticences, et en plus, c'était les premiers au début. Si on se rappelle, début 21, il y avait eu des priorités. Les priorités quand les vaccins étaient sortis, c'était les personnes âgées en grande difficulté, et puis le personnel soignant qui avait. Or, il se trouve que une grande majorité ne voulait pas. Enfin, quand ils avaient le choix, ils ne voulaient pas. Alors, il y en a qui marchaient dans le truc, mais la grande majorité ne voulait pas. Et donc là, je me suis dit. Donc, juillet, alors là, je commence pour la première fois, je sors en manifestation. Moi, je n'avais jamais manifesté de ma vie, à part évidemment pour Charlie Hebdo ou des choses comme ça, enfin 2 ou 3 fois peut-être dans ma vie, mais j'étais pas le gars. Et là, à partir du 12 juillet, tous les samedis, j'étais dans la rue, évidemment, avec des pancartes et tout ça. Et je me suis dit, c'est pas possible, il faut qu'on aide ces soignants. Je sentais bien que le gouvernement n'allait pas reculer, parce que tout ce qu'on avait vécu depuis un an, les incohérences, je sentais bien que c'était une décision qui ne serait pas remise en cause. Oui. Mais les soignants que je rencontrais, alors on avait du mal à les rencontrer parce qu'au début, il y en a très peu enfin, ils étaient beaucoup dans les manifs, mais très peu étaient identifiés. Il y en a un peu qui étaient en blouse blanche, ils ne voulaient pas trop se faire remarquer, mais ils venaient manifester. On en voyait quand même quelques-uns, et donc j'ai commencé à parler avec eux, et la plupart ils disaient, mais non, c'est pas possible, ils ne vont pas le faire. En plus, on est en manque de soignants structurels depuis des années, c'est pas possible. Et puis je me disais, ben, qu'est-ce que je peux faire? C'est pas en distribuant des tracts que je vais changer les choses. Et puis un jour, au mois d'août, dans une manif, je vois une soignante, elle est sur le site, sur la première page, une des premières, elle avait une blouse blanche, et elle avait marqué dessus les morts du Covid, je les ai soignés, je les ai lavés, je les ai tenus dans mes bras. C'était le choc pour un photographe, c'est une image, quoi. Et là, je me suis dit, mais donc j'avais pas mon appareil là, ce jour-là, je prends mon téléphone, je fais une photo, et puis je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut faire pour réveiller la conscience, parce que les médias ne faisaient que rebâcher le discours gouvernemental. Personne n'avait droit à la parole. Ces soignants qui ne voulaient pas être vaccinés, personne ne leur donnait la parole, on ne leur demandait pas pourquoi. C'était simplement, vous y allez ou vous êtes suspendu. Et je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut faire. Ces personnes-là que je vois dans les manifs, avec qui je parle, je vais leur donner la parole et surtout leur donner un visage. Montrer que ce n'est pas un concept absurde d'anti-vax, de je ne sais quoi, mais c'est Valérie, c'est Martine, c'est Jean-Pierre, c'est ainsi de suite. Et chacun a son histoire, chacun a ses raisons de ne pas vouloir aller à cette injection. Et ces gens-là, ils sont sans doute plus légitimes que quiconque à dire non. Enfin, ils savent, ils sont les soignants, ils voient ce qui se passe dans les hôpitaux, ils voient ce qu'a été la crise, ils voient ce qu'a été le Covid, et la plupart me disaient, mais moi, je préfère choper le Covid que prendre cette saloperie, quoi. Ouais. Et ça, c'est quand même un signe, quoi. C'est un sacré signe. Et donc, je me suis dit, bah, ce que je vais faire, je vais créer un site où je vais leur donner la parole. Et ce site, il faut qu'il soit national. Il faut qu'il montre que ce qui se passe ici, ça touche absolument tout le monde, dans toutes les tranches de la population, dans tous les villages, dans toutes les villes. Et donc, il faut que je fédère les gens autour de moi. Et donc, j'ai créé ce collectif qui s'appelle Les Essentiels. Et donc, j'ai lancé un appel sur Sud Radio. Je crois que c'était au mois de septembre ou d'octobre, je ne sais plus. Alors, j'ai quand même commencé par questionner les soignants, évidemment, dans les manifs. Je leur ai dit, voilà l'idée que j'ai, le projet que je voudrais
monter. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Tous trouvaient ça une bonne idée. Donc l'idée étant de leur donner la parole, leur donner un visage, et surtout que ce site soit pérenne comme un devoir de mémoire. Parce que je sentais bien aussi qu'on ne savait pas où on allait, hein, mais on Oui. savait bien qu'on allait dans quelque chose de pas très beau et pas très... Et on est toujours en route d'ailleurs. Hein. Les durées, mais on ne savait pas combien de temps ça durerait. Et je me dis, ce qui se passe là est quand même totalement contraire à toutes nos valeurs, le principe de précaution qu'on nous a inculqué depuis des décennies, brusquement il va en éclat, le droit du consentement libre et éclairé, enfin, le droit au travail, enfin, je ne sais combien de lois ont été violées au cours de cette crise, et je me suis dit, bah oui, c'est parti, mais c'est pas possible qu'on laisse faire ça, et c'est qu'on oublie. Donc je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose qui va rester. Donc j'en parlais aux soignants, beaucoup me disaient, oui, c'est une bonne idée, mais en fait, il y en a très peu qui acceptaient d'être sur le site, de témoigner. Il fallait trouver les premiers. Et donc, les premières photos, c'était dans les manifs, et j'étais tout seul, donc quand j'ai eu à peu près 10-12 photos, j'ai créé le site. J'ai lancé un appel sur Sud Radio et j'ai demandé un appel national et j'ai demandé à tous ceux qui voulaient me rejoindre dans cette aventure pour prendre des photos et recueillir les témoignages. Ça a été immédiat. L'après-midi, j'ai reçu un premier retour. Le lendemain, la deuxième personne qui s'appelle Anne, qui est cette femme qui a fait cette vidéo que vous avez vue en introduction, elle était la deuxième à me rejoindre. Il se trouve qu'elle fait de la photo, elle est aussi graphiste, et donc, d'une part, elle a fait cette vidéo, elle a aussi fait tout le graphisme du site, qui, je trouve, a une bonne allure, mais c'est pas moi qui le dois, c'est à elle. Ce que j'ai trouvé formidable dans cette aventure, c'est que très vite, alors voilà, 2 jours, on était 2 ou 3, au bout de 10 jours, on était 25, et puis au pic du truc, on a été 130 photographes sur l'ensemble du territoire. Donc, quand je dis photographes, ce ne sont pas des photographes professionnels, il y en a peut-être 2 ou 3 dans le tas, mais la plupart sont des gens comme vous et moi qui ont été sensibilisés à la chose et qui se sont dit, ben oui, il faut absolument participer. Et puis, alors, il y en a qui sont évidemment beaucoup plus investis que d'autres. J'en profite pour remercier Yves et Annick ici, qui se reconnaîtront, qui ont été aussi. Annick a été une des premières aussi à nous rejoindre, et eux, ils m'ont soutenu de manière inconditionnelle depuis le début. Ils ont participé à l'organisation du collectif, voilà. Et donc l'idée du truc, c'était donner un visage, une photo, leur témoignage, leur donner la parole. Et puis le troisième volet, c'était les aider. Donc les aider, je ne savais pas trop comment, sinon par des appels aux dons. Donc j'ai commencé à lancer des appels aux dons sur le premier, ça a été sur François. Très vite, ça a rapporté. Et puis alors, comme je voulais que ce site soit quand même assez vu et que j'aurais aimé, c'est peut-être, oui, c'est une des parties du projet qui n'a pas abouti. L'idée, c'était de passer la barrière des médias, des grands médias, et d'arriver à mais être... c'est compliqué, hein. Voilà, c'est très compliqué. Les grands médias aujourd'hui, ils sont alternatifs. Hein. Oui, ils sont aux ordres, quoi, les grands médias. Et donc, je vais fédérer des artistes, parce que moi, je ne suis pas connu, mais je vais voir quels sont les artistes, les grands noms, un peu à l'image de ce qu'avait fait Coluche à son époque. Oui. Alors là, j'étais un peu rêveur, je me disais, on va y aller, on va aboutir. La première, évidemment, qui m'a soutenu, qui a tout de suite accroché, c'est Annie Dupéré, que je remercie au centuple. Elle a été formidable, aussi bien dans l'aide qu'elle nous a apportée à nous, mais les nombreuses prises de position qu'elle a eues. C'est ça, elle s'est beaucoup exposée, et merci à elle, effectivement. Hein. Merci à elle. Nous, on a eu au total à peu près 200 signataires, de gens, certains très connus. On a eu Charlie Ezzino, on a eu Pascal Légitimus, on a eu
Victoria Abril, enfin bon, il y a quelques noms, tous les noms sont sur le site. Et donc, avec ces gens-là, je me disais, on va faire une lettre et qu'on va adresser aux médias. Donc, on a fait un texte d'une page très court qui parlait pas du tout de vaccins, de machin et tout. Il parlait simplement de fracture sociale, parce que c'est ça qui s'est passé pendant cette crise, de fracture sociale et d'un appel à la réparation de cette fracture sociale, quoi. J'ai rencontré dans le cours des manifs une attachée de presse qui m'a donné tous les contacts de la presse. Mais quand je dis tous, c'est vraiment tous, presse nationale, régionale, télévisée, radio, écrite, enfin, une liste de, je sais pas, 200 ou 300 noms. J'ai écrit à tous ces gens-là, absolument tous. On a envoyé cette lettre qui était signée par les artistes. Zéro réponse. Sauf deux, en fait. S'il y a eu deux réponses. Les deux réponses sont venues dans les quelques heures. C'était Le Monde et Libé. Et ouais, ils m'ont dit non, bien sûr. Et Libé, j'adorais parce que ils m'ont dit, ben non, mais vous comprenez, nos contraintes éditoriales ne nous permettent pas, on a trop Ben, bien sûr. de sujets, on n'a pas la place pour ça et tout. Et je regarde le Libé du jour. Et le Libé du jour, c'était, on devait être au printemps 2021, non 2022, oui 2022. Et le titre, le gros titre, c'était Retour des sandwichs et des bonbons dans le train. Oh, c'est super ça. Ouais, alors c'était hyper important quoi, comme sujet. Alors, Vital. je dis, je comprends bien qu'avec des sujets aussi importants, vous n'avez pas le temps de parler des gens qui crèvent la faim depuis, qui sont sans salaire depuis des mois et qui sont voilà. Abandonnés. Voilà l'état de la presse et l'état dans lequel on se trouve. Donc je perds un peu le fil là. Donc je disais merci déjà à tous ces artistes aussi qui nous ont soutenus. Cette lettre finalement n'a servi à rien. Néanmoins, les actions ont continué. Donc on a recueilli des témoignages donc sur l'ensemble du territoire. On a à peu près, on a dû rencontrer 1 millier de personnes facilement. Des témoignages, on en a à peu près 400 à 500 parce que tous les gens qu'on a rencontrés n'ont pas tous souhaité témoigner et être sur le site. Et sur ces 400 ou 500, malheureusement, ils ne sont pas encore tous sur le site parce que c'est un travail phénoménal, on s'en rend compte. En fait, on rencontre les gens. Au tout début, les tout premiers témoignages, comme je vous dis, c'était dans les manifs. Donc, dans les manifs, quand vous interviewez quelqu'un pendant 3 minutes, c'est déjà fantastique. Mais au bout de quelques mois, tous ces gens qui étaient sans ressources, à qui on avait coupé la parole, enfin, qui étaient carrément mis à l'écart, quand on venait vers eux et qu'on les écoutait, ça dure toujours 1 heure, des fois plus. Et donc, on se retrouve avec 15, 20, 25 pages de témoignages. C'est pas possible de mettre un témoignage de 25 pages sur un site. Personne ne les lira. Donc, il faut recondenser tout ça, le faire valider par la personne. C'est un travail phénoménal et je m'excuse encore auprès de tous ceux qui sont toujours pas sur le site, qui sont un jour, mais c'est beaucoup de travail. Donc, l'idée, le devoir de mémoire, et puis les aider. Donc les appels aux dons ont quand même pas mal rapporté. La première année, on a donné l'intégralité de nos dons au syndicat Liberté Santé. Alors je précise, oui, j'ai oublié de préciser, nous on est un collectif, on n'est pas une association, donc on n'a qu'une structure juridique, ce qui veut dire aucun compte en banque, rien du tout. Donc il n'y a rien qui passe chez nous d'argent. Donc la cagnotte que j'avais faite au tout début, elle allait directement, il y avait une page, enfin il y a toujours une page sur le site, si vous voulez donner, les gens cliquaient, c'était une page Hello Asso, et ça tombait directement dans la cagnotte du syndicat Liberté Santé. Et puis au bout d'un an, un an sans salaire, il y a des gens qui étaient dans des situations extrêmement dramatiques, et ces gens-là, évidemment, on les côtoyait régulièrement. Et on s'est dit, il faut faire un peu plus que les dons qu'on donne au syndicat Liberté Santé. Le syndicat Liberté Santé a une très belle action, c'est
qu'ils ont fait est formidable. Néanmoins, le soutien financier n'est pas leur seule action. Ils font d'autres choses, soutien juridique, et soutien professionnel. Et donc les ressources qu'ils donnaient étaient assez limitées, en fait. C'était de l'ordre de 500 €, un peu plus dans certains cas, mais dans une situation très difficile, mais pas beaucoup plus. Et au bout d'un an, on se rendait compte que donner 500 € à quelqu'un, c'était tout juste l'empêcher de se noyer, enfin, d'aller de l'eau jusque-là. On s'est dit, il faut faire autre chose. Et c'est le moment où j'ai eu un appel d'Alexandra Henriot-Claude, que je remercie énormément, qui me dit, j'ai entendu parler de ton collectif, là. Je voudrais donner l'intégralité des droits d'auteur de mon livre, voilà, Les Apprentis Sorciers. Et est-ce que tu peux t'en charger? Et donc, voilà, alors, ça a été un peu long à se mettre en place du fait des complications avec l'éditeur, enfin, qui ne verse pas toujours, enfin, il y a des délais pour que les droits soient versés et tout. Donc, j'ai à nouveau lancé un autre appel au don, où là, j'ai été extrêmement entendu. Et on a commencé par distribuer nous-mêmes les dons. Alors, j'ai créé un petit comité des essentiels pour décider des attributions des dons, puisque là, on ne donnait plus au syndicat Liberté Santé. C'est nous-mêmes qui décidions qui on allait aider. Donc, c'est une tâche très difficile que j'ai eu du mal à faire. Et heureusement, j'ai pu fédérer un petit collectif. Et je me suis mis aussi en partenariat avec des associations. L'une d'elles, c'est le droit de choisir à Cambo-les-Bains. Je remercie infiniment Elisabeth pour tout son soutien et puis toute l'équipe, toute l'association. L'autre association, c'est Au cœur de l'humain à Saintes, avec Michel Regnault, qui a organisé tous les événements, notamment les 100e, 150e CSI à Saintes. Elle fait partie de notre comité décisionnel et ces associations m'ont permis de faire transiter les dons justement pour pouvoir aider les suspendus. Donc on a aidé comme ça beaucoup de gens et puis ça c'était le temps que se mette en place le schéma avec Alexandre Monod et puis ensuite c'est trouvé d'une manière magnifique, c'est-à-dire que les dons commençaient à tarir, les dons en direct, et c'est là qu'on a pu libérer les droits d'auteur d'Alexandra, qui nous a aidés pendant plus d'un an. On a distribué encore énormément de dons, on a aidé des gens dans des situations très difficiles. Donc ça, c'est le deuxième volet de l'action de l'essentiel, qui aujourd'hui commence à s'épuiser, bien sûr. Voilà, et donc dans les actions de communication et de devoir de mémoire, il y a les expositions. On essaye toujours de faire des expositions dans des lieux publics. Alors c'est très compliqué parce que vous voyez bien, personne ne va en entendre parler, personne ne veut. Oui. Voilà. Et quand je dis lieu public, parce que le but, c'est pas de faire des expositions dans nos manifestations ou dans nos rassemblements, où on est au courant et tout le monde sait de quoi on parle. L'idée, c'est vraiment d'éveiller la conscience des gens qui, eux, ne se sont jamais posé la question de ce qui s'est passé. Certains ont même ignoré la condition de suspendu. Il y a des gens qui n'étaient même pas au courant. En tout cas, même dans ceux qui étaient au courant, très peu savent que ça a duré si longtemps. C'est ça, exactement. Je ne sais pas si les gens se rendent compte. Quoi. Vraiment, oui, c'est ça. Et puis en plus, ce sont de très belles photos, donc ce serait compliqué de les exposer comme ça dans la rue en marchant. Hein. Et ça mérite autour d'avoir un moment où on peut échanger avec les gens justement pour faire de l'information. Et puis, vraiment, que cette expo, elle est un public digne de la recevoir. Quoi. Moi, je suis désolée, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Hein. Moi, j'ai suivi dès le départ. Hein, je regardais vos photos.
je vous ai vu, j'ai vu les photos en vrai, donc à l'Université des Terres Rassemblantes. Ça m'a beaucoup touchée parce que moi aussi, dans mon entourage très proche, j'ai des personnes soignantes, certains qui sont allés se faire injecter en méconnaissance, je veux dire, pensant qu'elles allaient faire du bien, protéger leurs malades, d'autres qui ont pu heureusement donner leur démission et qui n'ont pas été suspendus, parce qu'il y a quand même des structures professionnelles qui permettaient à certains, à leurs salariés de s'en aller dignement, hein, et de ne pas être, ce terme suspendu est affreux, hein, hors de la vie complètement. Ouais, c'est ça. Et puis, j'ai perdu le fil de ce que ah oui, et puis surtout, en plus, dans notre équipe à Police pour la vérité, nous avons des personnels qui ont été suspendus, soignants, pompiers. Et donc, c'est vraiment un sujet que je connais personnellement. Et moi aussi, quand j'entends des gens me dire, mais j'ai pas su que ça avait été si long. Mais je me dis, mais dans quelle planète vous vivez, quoi? Dans quelle planète vous vivez? On a fait des manifs, on a fait des concerts. Enfin, nous, sur mon département, le petit groupe que nous sommes, hors Police pour la vérité, parce que je suis engagée aussi par ailleurs, on a organisé des petits concerts, des petites expos pour réunir des fonds pour soutenir nos soignants suspendus sur notre territoire, quoi. Et voilà, donc il faut vivre dans notre monde, quoi. Il faut réaliser qu'est-ce qu'on nous fait subir et ouvrir les yeux, ouvrir les oreilles et rejoindre tous ces collectifs, hein. D'ailleurs, le but de cette émission, Tisser des liens, c'est ça, d'entendre les collectifs et les assos qui se sont engagés. Bon, vous avez cité tout à l'heure Au cœur de l'humanité. J'ai pas relevé le nom de l'autre association que vous avez cité en premier. Le droit de choisir. Pardon? Le droit de choisir. Le droit de choisir. Et bien là, c'est pareil. Si tout à l'heure, vous pouvez me mettre en lien avec eux, parce qu'ils seraient vraiment pleinement dans cette action de tisser du lien, quoi. Voilà. Donc, il y a eu des tas de mouvements formidables, des associations. Mais il y en a plein. Je pense à une petite association qui s'appelait les Colibris Blancs à Moléon, en plein cœur du Pays Basque, qui a arrêté maintenant. Mais quand je dis une petite, ils étaient un tout petit nombre. Et à eux seuls, ils ont réussi je crois qu'ils ont mobilisé plus de 60 000 euros qu'ils ont pu distribuer à aider les gens. C'est incroyable, cette énergie au service des autres. Alors, l'énergie de ces gens-là, ce qui est très rassurant aussi, c'est que, en fait, on se rend compte qu'il y a pas mal de gens dans la population qui ont été touchés, mais ceux qui l'ont su, parce que, comme vous dites, il y a plein de gens qui ne savent même pas. Pourquoi? Parce que tout ce qui n'est pas dans les médias, ça n'existe pas. Si c'est pas passé à la télé, les gens peuvent voir quelqu'un crever dans la rue devant eux, c'est pas vraiment du réel, quoi. Il faut que ça passe à la télé. Ouais, c'est hallucinant. Donc toutes ces actions, oui. Donc nous, on a fait quelques expositions dans des lieux publics, genre café, resto, un lieu associatif à Rennes, des choses comme ça, un syndicat d'initiative en plein cœur du Pays Basque, à Itzazu. Enfin des choses, des lieux qui ne sont pas du tout prévus pour ça. Et pour moi, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est dans ces lieux-là qu'il faut qu'on soit, parce que les gens qui passent sont des gens qui ne viennent pas pour ça, qui viennent tout à fait pour autre chose, qui ne se sont jamais posé la question, et du coup qui sont interpellés par ces photos. Et une fois de temps en temps, ça permet de passer un message. Il y en a qui passent, qui regardent. Mais d'autres, il y a les photos, il y a un petit commentaire, il y a le lien vers le site. Et l'idée, c'est d'inciter les gens à aller voir et à essayer de comprendre, quoi. Donc, vous recherchez toujours des lieux aujourd'hui pour recevoir cette expo. Absolument. La prochaine expo, c'est en avril dans un petit village qui s'appelle Fossy, je crois, près de Briare, si je ne me trompe pas. Et l'avantage, c'est que c'est une bibliothèque municipale. Alors, c'est un petit village, mais peu importe, parce que les gens qui viennent, là, c'est une bibliothèque municipale, ils ne viennent pas pour voir une expo de photos. Et ils regardent, ils sont interpellés. Oui. C'est exactement ça, c'est ça qu'on cherche. C'est ça. Essayer
garder ce devoir de mémoire, essayer de... Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, là, ils viennent de voter l'obligation vaccinale dans les EHPAD, enfin, Ouais. on se dit qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé, quoi. Non, c'est pas fini, c'est pas fini. C'est pas fini, et puis il y a peu de gens qui se sont réveillés. Moi, quand j'en parle autour de moi, on me dit, mais non, mais les gens ont compris, ils ont su qu'ils se sont fait avoir, ça recommencera pas. Tu parles. Moi, je suis Ouais. persuadé que demain, on rebalance une crise, une alerte, on commence à refaire peur aux gens, ils vont y aller, quoi. Et surtout, Je suis moins sûre de ça. Aujourd'hui, je suis moins sûre quand même parce qu'il y a de ils vont y plus en plus aller, de gens ils vont y qui aller non réveillent. pas parce qu'ils y croient, mais parce qu'on va leur foutre des contraintes comme on a fait là, encore pire. Oui, Pourquoi les gens sont allés à la vaccination? Ça m'a sidéré, moi, en l'été 2021. Beaucoup de gens se sont fait vacciner parce qu'ils avaient des projets de vacances, parce que, ben, alors je peux comprendre parce qu'il y a eu les confinements et tout, mais il y a un moment où il faut faire le point. C'est une question de valeur. Moi, je me bats aujourd'hui beaucoup plus pour mes enfants, mes petits-enfants, bien que sûr. pour moi. Moi, je Et suis en fin de vie. Euh, mais ce qu'ils sont en train de construire, c'est eux qui vont le. Alors, ça vaut exactement. le coup de se priver une fois de vacances, même si on en a bavé pendant des mois avec le confinement et tout, mais à un moment, de dire non, quoi. Et dire non, c'est pas dire bah oui, je me suis fait avoir, je me suis pas fait avoir, je me ferai plus avoir. Non, c'est que au moment où on va vous foutre une contrainte insupportable pour vous dire bah vous y passez ou vous subissez, ah ben on subit la contrainte et on tient tête. C'est Sauf, ça que sauf que je, sauf je pense, Jean-Louis, que cette expérience Covid, ben, aujourd'hui, on sait qu'il y a plein d'effets secondaires, hein, d'effets nous on indésirables, très sait, grands. Hein. nous on Il y a sait. énormément de victimes. D'ailleurs, j'en profite pour saluer Angélique, dont je suis la marraine, dans le cadre de l'action La Grande Famille, qui portait en fait l'université d'été rassemblante. Hein. Donc voilà, je salue Angélique. Et donc les gens aujourd'hui savent que ce qu'on leur a injecté a tué des gens ou a rendu mais des milliers d'autres personnes, et c'est des millions à travers le monde, hein, invalides, quoi. Et Ouais. les gens se sont fait injecter, pas tous pour aller au resto, il y en a beaucoup qui se sont fait injecter pour Oui. pouvoir continuer à travailler, comme Mhm. Angélique. Et aujourd'hui, Angélique, elle ne peut plus bosser. Donc Mhm. voilà, il y a ça quand même qui devrait mettre un frein. Et puis le deuxième frein, c'est que si on dit non tous en masse, mais ça passera pas. Oui. Donc, il ne faut pas avoir peur tout seul dans son coin. Il faut se réunir courageusement et dire stop. Voilà, tout simplement. Et Mhm. d'ailleurs, je rebondis également sur les injections là dans les EHPAD dont vous avez parlé et dont voudrait contraindre aussi les soignants, et simplement préciser aux personnes que Ami Nublin, que j'ai interviewé il y a quelques semaines, a fait un courrier, c'est vraiment une action courrier pour le Premier ministre, pour le ministre de la Santé et pour le directeur de la Haute Autorité de Santé, en les alertant sur cette injection obligatoire et en les sommant de ne pas le faire pour toutes les raisons que l'on connaît déjà. Et cette atteinte énorme à leur droit de protéger leur intégrité physique et psychique, je dirais. Ouais. Et donc, nous pouvons tous soutenir cette action. Il suffit d'aller sur, je vais le mettre, l'adresse mail du collectif Santé Moche, qui peut vous donner une lettre type que vous modifiez à votre sauce, parce que ce n'est pas la peine qu'on envoie tous la même lettre, et de tous participer à cette action pour soutenir Ameline, mais soutenir en fait toute notre population. Chaque action qu'on fait, elle n'est pas que pour nous, elle est surtout pour tout le collectif. Donc, je vais vous mettre l'adresse et merci Jean-Louis, je vous rends la parole. Oui, mais merci. Oui, mais Amin Umlil a fait un travail remarquable. Et il a payé très cher, comme Oui, tous ceux qui ont voulu en fait nous aider, parce que c'est pour nous essentiellement que ces gens-là. Moi, il y a quelque chose qui m'a sidéré, enfin qui me sidère maintenant. Si on fait un bilan de cette crise, euh, je disais au début, je n'avais pas confiance dans les politiques, comme beaucoup d'entre nous, mais j'avais confiance dans le système de santé. Aujourd'hui, je n'ai absolument plus aucune confiance dans la majorité des médecins, malheureusement. Euh, si eux aussi s'étaient levés
Alors, pourquoi ils ne l'ont pas fait? Il y a des tas de raisons, hein. La première raison, c'est le confort matériel. Alors, il y en a qui ont cru, hein, et ça, chacun a le droit d'avoir ses opinions, de marcher dans le système. Mais je suis convaincu qu'il y en a quand même beaucoup plus qu'on ne croit, qui n'ont pas marché dans le truc, mais qui ont quand même réalisé. Et puis combien alors les médecins, les infirmiers, tout ça, ceux qui ont accepté de vacciner. Moi, je suis désolé, mais j'ai eu cette discussion avec plusieurs. Je ne parle pas ici des gens que j'ai interviewés, que nous avons interviewés pour le site. Je parle des gens des personnels soignants qui ont marché dans le système. J'ai eu des conversations avec des médecins. Alors, évidemment, c'est des gens qui ont fait 10 ans d'études, donc moi, je ne vais pas discuter sur les problèmes scientifiques. Mais il y a un truc qui est indéniable, c'est que c'est un traitement expérimental. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Traitement expérimental, on ne peut pas vous l'imposer, c'est tout. On ne peut pas vous imposer d'être un cobaye. C'est dans le Code de la santé publique, c'est dans tous les textes de loi. Ça a été une des retombées du procès de Nuremberg, un essai clinique, vous n'êtes pas en relais de force. Non, non. Et alors là, c'est ce qui s'est passé. Donc l'État est un délinquant. L'État est un délinquant sur cette vaccination obligatoire. C'est un délinquant. Ouais. Et donc, du coup, je sais plus, je sais plus trop où je voulais en venir. Mais essentiellement, voilà, il faut qu'on garde ce devoir de mémoire en tête. C'est ça. Pour essayer d'en parler. Et on se pose la question, nous, aujourd'hui, de savoir comment aborder le sujet, puisqu'on ne peut plus l'aborder comme on l'abordait il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on parlait encore des suspendus, donc c'était un peu le thème principal. Aujourd'hui, quand on en parle autour de moi, les gens me disent « Bah oui, mais c'est fini, ça. Bon, de toute façon, ils ne sont plus suspendus, c'est terminé. » Ben non, c'est pas terminé, quoi. C'est pour ça que je disais que les gens ne se rendent pas compte. Quand vous dites, je suis d'accord avec vous, il y a énormément d'effets secondaires, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui en entendent parler. C'est pas à la télé qu'on va vous en parler. C'est pas dans les journaux. Très peu, très très peu. Il y a une fois un article qui sort, et quand un article qui sort, on est tout content. Et c'est un article parmi des milliers d'autres sur des sujets d'actualité qui vont de l'Ukraine à ce qui se passe à Gaza et ainsi de suite. Donc, la situation de suspendu il y a 2 ans, les gens, ça les émeut pas. Et pourtant, ça a été un séisme dans notre société. Et c'est un séisme qui laisse des traces profondes de ce qui s'est passé là. C'est absolument inadmissible pour une société qui se dit civilisée, humaine et qui se dit démocrate. C'est absolument scandaleux qu'on ait condamné des gens à crever la faim, et bien plus que ça, à être surtout oubliés de tous, quoi. Oui, c'est ça. Et en plus, oui, la situation n'est pas finie. Pour tous ceux qui ont vécu la suspension, qui ont perdu leur boulot, qui ont perdu leur maison, parce qu'il y a quand même des gens qui ont été obligés de vendre leur maison pour pouvoir continuer à vivre. Il y a des gens qui se sont retrouvés dans la rue, il y a des gens qui se sont suicidés, il y a des personnes qui ont perdu leurs enfants parce que séparation, tu n'as plus de revenus, tu ne peux pas garder tes enfants, donc c'est le conjoint ou la conjointe l'ex qui va les garder, et toi tu les vois une fois de temps en temps autour d'un chocolat chaud. Enfin, mais c'est immonde ce qu'on a fait à ces personnes-là. Mais ils sont marqués, c'est un traumatisme à vie. Donc non, c'est pas fini, et on doit nous collectivement mettre tout ça, maintenir tout ça à la lumière. À un moment, on peut pas réparer ce qui a été fait, c'est pas possible. Mais au moins faire en sorte de prendre en considération tous les préjudices qui ont été subis par ces personnes-là et le mal qui leur a été fait. Mais c'est effroyable ce qu'on a fait, effroyable. Et au nom de la démocratie, au nom, soi-disant, oui,
commun, au nom de... Hein, on fait ça pour protéger les autres, on ne fait pas ça pour soi. Bien Enfin, sûr, et ben, on le voit aujourd'hui dans le monde agricole, ce qu'on est en train de faire au ouais, bétail dans notre pays, c'est exact. On a traité les soignants de la même façon. ouais, Ils ont ouais. été suspendus, les bêtes se sont abattues. Mais c'est toujours un non-sens. C'est un Mhm, non-sens. Il n'y a pas de problème au départ. mhm, Cette maladie, ben, elle se soigne. Il suffit mhm. d'isoler la vache, etc. Et ben non, on flingue. Parce que, ben, je suis désolée, mais ce qu'on a fait aux soignants, on les a flingués. Et Oui, j'ai oui, un super livre de Catherine Bouissou qui le oui, dit. oui, oui, Elle écrit son témoignage. On achève bien les soignants. c'est ça. Donc voilà, c'est ça. Et ben, aujourd'hui, c'est les vaches, mais hier, c'était les soignants. Demain, ben, on ne sait pas qui ce sera. Hein. On ne sait pas. Mhm, mhm. Donc, j'en profite parce que j'ai quand même pas mal de bouquins. Et c'est bon de les rappeler. Oui, Pareil oui, de soignants suspendus qu'a écrit Elsa Elsa Rivière. Rivière, Mhm, soutenu par Michel Rivasi, par Maître Maud Marian. Voilà, ça aussi, vous parliez tout à l'heure du devoir de mémoire. Oui, oui, mhm, il faut qu'on se mhm. rappelle. Christelle Baudran aussi, qui était infirmière, avant applaudie, après bannie. C'est voilà, on doit se rappeler de tout ça. Oui, Et pour finir, parce que je ne peux pas tous les mettre, mais celui d'Emmanuel Darle, hop, oui, il ne faut pas toucher aux enfants, ne touchez pas à nos enfants, parce qu'à exactement. travers ça aussi, c'est les enfants qui ont été visés, ils ont subi en direct, et on veut les amener à vivre dans une société où ils seront esclaves. C'est Oui. tout, c'est tout. Alors, On mangera de la j'en viande profite chimique. aussi, j'en profite aussi pour. Oui, ben oui, il faut en profiter. Hein. Moi aussi, j'ai un livre dont qui serait bon de. Je ne sais pas si vous avez connaissance de ça. Ah non, celui-ci, je ne le connais pas. Alors, celui-là, il vaut vraiment la peine parce que c'est sous la forme d'une BD. Euh, et, alors, je sais pas, ce sont des dessins. Il y a une partie dessin qui raconte l'histoire du Covid avec des dessins humoristiques. Et puis l'autre partie du livre sont les témoignages de soignants. Alors, Euh, il s'appelle comment? Il s'appelle comment 12 ce juillet, livre? 12 juillet, 12 euh, juillet. Alors, c'est quoi? Créa, je vois pas bien, moi. Hein. Creatura, c'est le nom de la femme qui a écrit, qui a fait les dessins et qui a écrit Créatura, une partie du texte. oui. Édition Résurgence. Il a été édité en soutien par le SLS, donc le syndicat Liberté Santé. Donc on peut peut-être aussi l'obtenir encore sur le site du syndicat Liberté Santé, mais sinon sur le site de Résurgence. D'accord. Mais vous pouvez le commander par votre libraire. Hein. Moi Oui, j'en oui, ai. oui. L'avantage de Je ce vais. livre, pourquoi je vous le cite, parce que à la différence de tous les livres qui ont été écrits, qui ont tous beaucoup de valeur et beaucoup d'importance, celui-là, il interpelle sur le ton de la BD. Donc, il est beaucoup plus facile d'accès. Vous laissez ça sur un coin de table, puis quelqu'un vient chez vous, ben, il va être, il est curieux, il va regarder, il ouvre, comme c'est une BD, c'est sympathique, il commence à regarder, et ça permet de démarrer le dialogue Mhm. plus facilement qu'un livre qui, d'emblée, annonce la couleur. Le bouquin, il vous parle tout de suite du Covid, et moi, enfin, j'ai fait une liste de tous les ouvrages qui ont été dressés, il y en a plus de 150, et c'est très intéressant. Mais il intéresse les gens qui s'intéressent déjà, qui se questionnent déjà sur le problème. L'avantage d'une BD, c'est que au départ, elle vous interpelle, c'est un peu amusant, tiens, qu'est-ce que c'est? Et du coup, on Oui. regarde les images, on regarde, et puis après, il y a les témoignages. Euh, Et ça permet d'aborder un dialogue. Je trouve que c'est un très bon moyen de parler du truc. D'ailleurs, j'ai appris des choses. Le livre, il est évidemment sur le plan humoristique, mais tout ce qui est dessus sont des situations vécues. Creatura était secrétaire médicale, mais elle était avant, je crois, préparatrice en pharmacie, si je me rappelle bien. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Toujours est-il qu'elle est elle était dans le corps médical pendant des années et des années. Elle sait vraiment de quoi il Mm. parle. Euh, Pourquoi je dis ça? Oui, et donc j'ai appris, donc
qui est dans le livre, c'est sur le temps humoristique, mais ce sont que des situations vécues, en fait. Oui. Tout le monde se retrouve, on retrouve plein d'anecdotes qu'on a tous vécues. Et une des choses que j'ai apprises, c'est que, c'est né dans le livre, pourquoi il y a eu cet encombrement, cette crise au tout début, en mars 2020? D'abord parce qu'on demandait aux médecins de ne pas soigner, donc on laissait les gens arriver à l'hôpital en situation désespérée. Mais ensuite, pourquoi? Parce que il y a eu, et c'est signé dans ce livre, il y avait 33 hôpitaux sur l'ensemble de la France qui étaient réservés au Covid. 33 hôpitaux sur plus de 2200 établissements de santé, cliniques privées, hôpitaux et tout. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas d'engorgement? On a un potentiel de 2200 établissements de soins et on en réserve 33 au Covid, au moment où on nous dit que c'est la guerre, que c'est la pire crise qu'il y a jamais eu et qu'on ne peut pas soigner les gens. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas... Alors forcément, il y a eu des encombrements, il y a eu des hôpitaux débordés. Ce qu'on nous a montré à la télé, c'était vrai, sauf que c'était un tout petit... Oui, c'était un échantillon. C'était un échantillon. On a ciblé le regard là-dessus, mais surtout, on ne nous a pas dit pourquoi. On aurait dit aux gens, voilà la crise, et puis voilà 33 hôpitaux sur... je vais essayer de le trouver dans le bouquin. Oui. Et à côté de ça, on avait des hôpitaux qui attendaient le patient, quoi. Alors, on avait arrêté tous les rendez-vous. Voilà. Voilà la carte des hôpitaux qui étaient réservés Covid, et voilà la carte des établissements de santé disponibles en France. Donc, cherchez l'erreur, quoi. Oui, il y a bien une volonté de ne pas faire, hein, c'est tout. Hein, il y avait cette volonté. D'accord. Mais écoutez. Donc, nous, pour rappeler, donc, si les gens connaissent des lieux où on peut exposer, l'idée c'est de faire une expo neutre, c'est-à-dire c'est pas faire une expo, on est contre le vaccin, c'est une expo sur voilà ce qui s'est passé, voilà. En fait, vous allez voir le site, vous prenez la première page, et je pense que ça parle de soi-même. L'idée, c'est de montrer des portraits, de donner... Sous les portraits, on a une petite phrase qu'on met en exergue, qui est une phrase tirée du témoignage. Donc, quand vous êtes sur le site, vous avez les portraits. Quand vous cliquez sur le portrait, vous arrivez sur la page dédiée à la personne. Et là, on peut lire l'intégralité de son témoignage. Donc, dans l'expo, il y aura... En général, on met un petit texte d'intro, 2-3 textes comme ça. Mais sinon, c'est essentiellement les photos avec une phrase qui rappelle le témoignage et qui a pour but d'inciter les gens à aller voir le site. Voilà, donc Oui, c'est vraiment de belles photos et il y a des phrases qui sont très belles aussi. Et voilà, vraiment, allez les voir si vous les avez pas vues. Partagez le lien, faites regarder, partagez déjà le lien de cette interview et vraiment rendez visible ce collectif et cette action qui est fabuleuse. Et si vous avez un lieu, effectivement, qui peut recevoir cette expo, eh ben, n'hésitez pas je suppose que, oui, sur le site, il y a un petit une page contact. Un lien pour le contact, voilà. Vous avez plusieurs pages. La première page sont les portraits. Alors, il y a une série de pages à la suite. Hein. Une deuxième page qui explique un peu comment le collectif est né et pourquoi il existe. Une page pour les aider, mais bon, aujourd'hui, on se doute bien que ça mobilise plus grand monde. Une page d'infos où on parle un peu de ce qu'on a fait. Une page réservée aux artistes qui lisent l'artiste. La page des photographes, mais là, bon, je précise que j'ai oublié de préciser aussi, et c'est pourquoi je remercie encore une fois très vivement toutes ces personnes qui m'ont suivi dans l'aventure, tous les photographes qui ont adhéré. Certains n'ont même pas fait de photos au final, mais le simple fait de se fédérer au collectif, ils n'ont pas fait de photos parce qu'ils n'ont pas pu rencontrer de soignants. Non, mais peu importe.
pour moi, c'est une preuve que ce qui s'est passé là, ça a quand même touché énormément de gens, quoi qu'on en pense. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont été scandalisés par ça. Et c'est ça qu'il faut qu'on oublie. Donc, je disais la page des photographes parce qu'on a pris un parti, c'est de rester anonyme. L'idée étant que ce site est dédié aux suspendus, c'est pas pour mettre en avant les photographes et leur travail, c'est pour mettre en avant les suspendus. Donc, on est tous restés anonymes. Et la dernière page du site, c'est la page contact, où là, si vous voulez nous contacter, voilà, cliquez, vous avez, soit vous remplissez le formulaire, soit vous avez l'adresse du site, vous écrivez, qui est en fait contact@lesessentiels.org. Mais tout ça est sur le site. Donc, si vous avez l'adresse du site, vous avez tout. Eh bien, voilà. Merci beaucoup, Jean-Louis. Je pense qu'on a fait à peu près le tour, à moins que vous ayez encore quelque chose à dire, mais je crois qu'on a tout, tout abordé, me semble. Ah oui, non, on a oublié faire un livre, l'objectif de faire un livre. Ouais. Allez. J'ai essayé de ne pas en parler parce que c'est un peu la honte. Ah ben non, il ne faut pas avoir honte, on ne peut pas toujours tout faire. Non, mais voilà, c'est un peu la honte parce que, comme je disais tout à l'heure, nous n'avons toujours pas pu mettre l'intégralité des témoignages sur le site. Il y en a encore beaucoup qu'on a recueillis et qui ne sont pas. L'idée du livre, elle est sous-jacente depuis le début dans le projet. On avait commencé une maquette et puis est venu là je reviens maintenant à fin 2022. On avait préparé la maquette, on commençait à travailler dessus et c'est là que on a eu les droits d'auteur d'Alexandra et d'Alexandra Côte. Et donc, on s'est mobilisé, toute la petite équipe que j'ai mobilisée, dont les gens dont je parlais tout à l'heure, Elisabeth et Michel, et puis Annick et Yves, enfin, on a créé ce comité, et en fait, le travail d'attribution des noms nous a pris 100% de notre temps. C'est un travail phénoménal, on devait étudier les dossiers. C'est très difficile, c'est extrêmement difficile, parce que bien qu'on ait eu des dons quand même très généreux, et je remercie alors là 1000 fois les donateurs, c'est jamais assez, vu le nombre de le nombre de gens, 20 mois sans salaire. Donc chaque fois c'est le choix de Sophie qu'on faisait là. C'est-à-dire que pourquoi on va donner tant à un tel et pourquoi pas un peu moins. Donc il fallait éplucher les dossiers, ensuite collecter les dons et on mettait en relation les donateurs avec les bénéficiaires. Enfin, ça a été un travail phénoménal. Et donc, du coup, on a laissé tomber le livre à ce moment-là. Et le livre, je n'imagine pas de pouvoir le faire tant qu'il n'y a pas l'intégralité des témoignages sur le site. Enfin, c'est très. Bien sûr. J'ai peut-être tort. Il faut qu'on en reparle au sein de notre collectif, mais j'ai du mal à imaginer faire un livre où tout le monde n'y serait pas. Sur le livre, il est évident qu'on n'aura pas tous les témoignages, sinon il faudrait faire la Bible en 5 volumes. Mais l'idée, c'est qu'on ait quelques témoignages en exergue, quelques photos en exergue, et puis l'intégralité des photos en vignette, avec un renvoi sur le site. L'idée de ce livre, encore une fois, c'est d'ouvrir, de même que ces expos, c'est d'ouvrir les débats, d'ouvrir la réflexion. On ne prétend pas avoir raison, on ne prétend pas. Simplement, on donne la parole. Et on ne peut pas donner la parole à Pierre et pas à Paul et pas à Jacques, mais à Germaine, oui. Enfin, on ne peut pas choisir. Donc, il faut que tout le monde soit sur ce livre d'une manière ou d'une autre, avec peut-être une petite vignette qui renvoie au site. Et si les gens sont intéressés par le livre ou par l'expo, ça peut leur donner envie d'aller voir le site. Et du coup, sur le site, il y a des critères de recherche qui sont essentiellement la profession et le nom. Mais parce que vous pouvez aller chercher un soignant particulier parce que vous le connaissez ou parce qu'on vous en a parlé, ou bien par une profession. On n'a pas voulu. Alors là, c'est un parti pris que j'ai fait. Certains m'ont dit qu'il fallait classer les trucs par région, d'autres qui m'ont dit qu'il faut les classer par profession. Tout. Je dis non, surtout pas. Pour moi,
l'idée, c'est de montrer, pardonnez-moi l'expression, mais le bordel que ça a été, le Oui. séisme que ça a été dans la vie de chacun. Quand ce Mm. truc est tombé, l'annonce du juillet, quand elle est tombée, ça a été un séisme dans la vie de chacun de ces gens-là. Tout a basculé du jour au lendemain. Et c'était le désordre le plus total. L'idée de ce site, c'est ça. C'est que c'est le désordre. C'est que vous avez Ouais. un chirurgien, à côté de lui, il y a un jardinier d'EHPAD ou bien un maçon. Mm, mm. Ils ont tous été impactés d'une manière ou d'une autre. Pour une Oui, raison ou pour une autre. Ils peuvent être à Lille, ils peuvent être à Marseille, ils peuvent être à n'importe où, au petit village au fin fond des Ardennes. Ça les a impactés pareil, quoi. exactement. Et donc, Exactement. l'idée, c'est de montrer ce grand foutoir, ce grand truc, parce que ça a été le foutoir, cette crise. Elle était bien organisée par ceux qui l'ont Oui. menée, mais Mm. ceux qui l'ont subi, pour eux, ça a été un Un cataclysme. Mm. cataclysme, quoi, un C'est tsunami. ça. Euh, C'est ça. et tout foutu en l'air, quoi. Ouais. Donc, Et il faut pour moi, l'idée, c'est qu'on essaie de garder ça en mémoire, que ça a été vraiment, ça a été dramatique pour tous, à tous les niveaux, pour plein de oui. raisons, de différentes manières. Mm. Et ça l'est Et, encore. Et encore. et que c'est la première grande attaque flagrante Ouais, ouais, à notre peuple qui a été faite par ses gouvernants. Et, absolument. il ne faut pas l'oublier, c'est la première. Ouais. Donc, il y en a eu d'autres depuis. Et il ne faut pas fermer les yeux, il faut bien comprendre, il faut vraiment décrypter cette actualité qu'on vit. Ça avait Et c'est pour commencé ça avec les que, Gilets jaunes, hein, un petit peu, ouais, ouais, mais, oui, mais on oui, c'est disait, vrai. bon, les Gilets Historiquement, jaunes, la toute première, c'est la répression des Gilets jaunes. Vous avez mais, raison. mais on se disait, oui, bon, c'est une partie de la population, c'est machin, on essayait de minimiser le truc. Mais ce Et sera toujours une partie de la population, ouais, toujours. Et c'est ouais, justement pour ça qu'il faut arrêter de faire des parties de la population. Nous oui, sommes un peuple. Et donc, exact. chaque entité de ce peuple doit défendre toutes les autres et doit se sentir Absolument, concernée par ce qui arrive à toutes les autres. C'est comme ça qu'on va gagner. absolument. Eh bien, Je crois que c'est une je, belle manière de conclure. Je suis entièrement d'accord. oui, voilà, on va donc conclure ici. Merci infiniment, Jean-Louis, pour tout ce que vous faites et puis d'avoir accepté de venir répondre à nos questions et présenter votre collectif et votre travail. Merci infiniment. Vous vous êtes inscrit dans Merci. l'histoire avec un grand H, vraiment. Merci, Et, merci de m'avoir. et Et bravo puis pour votre travail aussi. c'est le travail de tous les collectifs et toutes les Ouais, associations qui sont créées depuis, pour le Covid, nous, c'est ce qui nous a ouvert les yeux, donc de 2020, mais il y en avait d'autres qui l'étaient avant. Et vraiment, voilà, on est hyper nombreux, hyper nombreux. Donc, soutenons-nous tous et puis continuons à éveiller les autres. Ils vont y arriver aussi. Hein. C'est de l'instant où on a un cerveau et un cœur, on va y arriver. ouais, Voilà, merci beaucoup merci. et à très bientôt pour écouter un autre collectif, d'autres témoignages. À très bientôt. Merci à toutes les personnes qui vont nous regarder. Au revoir, Jean-Louis. Au revoir.